Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Jean-François Chemin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Courtoisie. Alors vous êtes écrivain et enseignant français, vous avez fait une carrière dans le conseil pendant une dizaine d'années. Vous avez été dans des cabinets de conseil tels que Ernst & Young, puis Deloitte et Touche, des cabinets anglo-saxons, avant de diriger votre propre cabinet de conseil pendant 5 ans. Puis vous avez été aussi cadre dirigeant de EDF et à 45 ans, vous avez décidé de devenir enseignant d'histoire en banlieue pour tenter de transmettre l'amour de la France aux jeunes issus de l'immigration. Vous avez donc passé l'agrégation d'histoire en 2006 et enseigné donc près de Lyon dans une zone d'éducation prioritaire. Et parallèlement à cette mission que vous vous êtes donnée, vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment, je cite, Kiffe la France et plus récemment, Non, la France, ce n'est pas seulement la République aux éditions Artege. Alors Jean-François Chemin, on va voir avec vous pourquoi l'école républicaine ne parvient pas à répondre à cet enjeu de civilisation et à cette radicalisation islamique. Mais d'abord, je voulais vous demander pourquoi, à 45 ans, alors qu'on mène une carrière dans le conseil, on bifurque vers l'éducation et on veut s'intéresser à un pan pas évident des collèges, des établissements scolaires, c'est-à-dire les zones d'éducation prioritaires. Écoutez, pour répondre à votre question, on peut dire que j'ai eu ce qu'on pourrait appeler une conscience politique précoce, puisque de très jeune, je me suis intéressé à la politique, et notamment à travers la question de l'immigration, justement. J'ai eu le privilège, entre guillemets, de faire mon collège dans l'un des premiers collèges, alors on ne parlait pas encore de zone d'éducation prioritaire, mais c'était à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise, et au début des années 70, un des premiers collèges où se trouvait une forte concentration de jeunes d'origine nord-africaine. Et à l'époque, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais voilà, ils étaient concentrés dans mon quartier. Et ça a été pour moi un choc, je dirais pas forcément très agréable, un peu un choc des cultures, un choc des civilisations, qui m'a toujours interpellé, fait réfléchir. Et même si effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai passé près de 20 ans à travailler dans le monde purement économique, j'ai toujours été travaillé par cette idée, enfin plus exactement, le spectacle de la montée de ce que j'anticipais confusément lorsque j'étais gamin, c'est-à-dire ces difficultés de cohabitation qu'on pouvait avoir avec des gens issus d'une toute autre culture qui se fondait sur un socle religieux différent d'une autre. Sachant que cette conscience politique s'est doublée pour moi d'une prise de conscience religieuse à mesure que j'approfondissais à la trentaine mes propres convictions religieuses. Donc ils sont chrétiennes, catholiques. Et donc, à un moment donné, je me suis trouvé avec une vie professionnelle qui était trop en contradiction avec ce que je ressentais profondément, et j'ai vraiment eu envie d'aller faire tout autre chose, et surtout sur le terrain, au contact de ces jeunes que j'avais fréquentés en tant que condisciple 30 ans plus tôt. Et c'est ce que vous racontez donc dans Kiffe la France, comment faire aimer la France à des élèves donc d'origine étrangère qui n'ont pas forcément reçu suffisamment l'amour de la France à l'école. Est-ce que déjà, à votre époque, donc vous le disiez dans les années 70, à Villeurbanne, donc qui est dans l'agglomération de Lyon, qui est fortement multiculturelle, est-ce que vous assistiez déjà à cette époque à un effritement du sentiment patriotique qui est instinctif chez un autochtone, mais qui ne l'est pas forcément auprès d'élèves originaires de l'étranger et qui plus est originaires de pays anciennement colonisés. Est-ce que vous aviez déjà assisté à ce recul de ce sentiment patriotique ? Alors, c'est difficile à dire parce que les classes étaient étaient homogènes. Je m'explique. On avait à Villeurbanne des classes, on va dire, normales, où se trouvaient des gamins d'origine française, avec aussi, comme on était quand même une dizaine d'années après la guerre d'Algérie, une forte concentration d'Israélites de pieds noirs. Voilà. Bon. Mais donc, dans ces classes, aucun problème de sentiment national. En revanche, les gamins d'origine nord-africaine étaient concentrés dans des classes qu'on appelait à l'époque pré-professionnelles, je ne sais plus exactement, CPPN, je crois, qui destinaient effectivement à
des métiers manuels. Bon, donc on peut effectivement analyser ça aussi en termes de lutte des classes. Mais enfin voilà, donc il se trouve que les gamins d'origine nord-africaine étaient concentrés dans ces filières-là et qu'il y avait une sorte de sourde violence qui se dégageait de ce contexte, qui se manifestait par un sentiment déjà d'insécurité. Je me souviens qu'on n'osait pas trop aller aux toilettes parce qu'il y avait déjà là des groupes qui régnaient et qui faisaient appliquer une forme de terreur. Voilà. Enfin, bon, c'était très diffus et c'était encore une fois une affaire de gamins. Et on n'en était pas du tout dans des discours idéologiques. Je pense qu'à l'époque, dans les années 70, le collège se tenait encore bien, avec notamment en matière d'histoire des programmes et des discours qui restaient fidèles aux valeurs traditionnelles de la République. Et alors, à quel moment vous diriez il y a une bascule, que ça soit dans cette composition des classes ou du moins dans l'enseignement qui est fait dans l'enseignement scolaire? Est-ce que vous avez assisté à un changement dans la façon d'enseigner l'histoire de France? Parce qu'on parle souvent d'histoire tournée vers la repentance. Est-ce que c'est une réalité? Du moins, à quel moment elle arrive, elle surgit dans les programmes scolaires? Alors, je ne peux pas vous dire précisément à quel moment ça arrive, parce que j'ai eu un blanc. Mais la tendance, peut-être. Dans mon suivi de l'enseignement secondaire, parce que moi je suis sorti, j'ai eu mon bac en 78, et ensuite je suis retourné dans l'éducation nationale, comme vous l'avez dit, en 2006-2007. Bon, donc à quel moment, et est-ce que ça s'est fait brutalement ou est-ce que ça s'est fait progressivement? Je pense que ça s'est plutôt fait progressivement. Ce qu'il y a de sûr par contre, c'est qu'entre l'histoire que j'ai apprise quand j'étais surtout en classe à l'école primaire, et à l'école primaire dans l'enseignement public, laïque, qui était effectivement fondé sur un roman national qui m'a, à titre personnel, donné d'abord l'amour de mon pays. C'est pas des discours réactionnaires que j'aurais pu avoir d'un côté familial qui m'ont donné l'amour de la France. C'est à l'école primaire publique de mon pays, avec des institutrices républicaines. Voilà, donc amour de la France, roman national. Et puis ça m'a aussi donné l'amour de l'histoire. Bon. Et puis l'envie de transmettre l'histoire. Quand je suis arrivé en collège, en tant qu'enseignant cette fois-ci, j'ai trouvé des programmes complètement différents, effectivement. Alors à quel moment ça s'est fait, je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que les programmes étaient très largement axés sur la repentance, comme vous l'avez dit, repentance par rapport effectivement à la colonisation, par rapport à l'esclavage, par rapport à la guerre d'Algérie, également en éducation civique par rapport au supposé racisme de notre société. Alors face à des gamins qui n'ont pas l'amour de la France dans leur ADN familial, hein, chez eux, dans le quartier, on n'aime pas forcément spontanément la France, on est gorgé plutôt de discours victimistes, voilà, donc de discours communautaristes sur le thème « on nous aime pas et on nous a fait beaucoup de mal ». Et finalement, on est en situation de légitime défense ou en droit de se venger par rapport à tout ce qu'on nous a fait subir. Eh bien, le discours de l'éducation nationale ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Effectivement, face à des gens qui sont dans une culture de la victimisation, être soi-même dans une culture de la repentance, ça n'arrange rien du tout. Au contraire, hein, c'est un tonneau des Danaïdes. Plus on se reconnaît coupable, plus ils reconnaissent qu'ils ont raison de se poser en victime. Donc c'est un cercle vicieux et c'est sans fin. Alors, sachant qu'en plus, tout ça est, je pense, instrumentalisé avec des visées politiques, c'est-à-dire que clairement, les programmes sont réalisés, décidés par des gens qui ont une culture politique très marquée, un certain bord politique, donc je pense très à gauche, et beaucoup de collègues dans l'éducation nationale sont également de ce bord. Hein. Je pense que les gros bataillons de l'électorat de la NUPES, c'est l'éducation nationale. Bon. Donc, on a des gens qui ont un projet, j'oserais dire, révolutionnaire, et qui pensent qu'ils ont là la main d'œuvre pour faire sauter la société, une société qu'ils abhorrent, hein, les futurs sans-culottes, si je puis dire. Et donc voilà, et on a une sorte de jeu de rôle où
les programmes et les enseignants passent leur temps à mettre de l'huile sur le feu face à des jeunes qui, culturellement, ne pensent même qu'à s'embraser. Et ça donne effectivement ce qu'on a pu voir l'été dernier et ce dont on n'est pas sorti, à mon avis. Donc ce que vous dites aussi, c'est que on a des élèves qui reçoivent donc cet enseignement à l'école, mais qui, d'un point de vue familial, dans leurs aspirations profondes, ont un autre récit, et ces deux récits arrivent en confrontation. Vous, en tant que professeur, est-ce que est-ce que c'est un peu ce que vous dites, ce que vous proposez dans Kiffe la France, c'est que en musclant entre guillemets le discours et l'enseignement de l'histoire, on peut faire adhérer, malgré les récits familiaux et les aspirations profondes, on peut réussir à faire adhérer ces jeunes à l'amour de la France, au moins à son respect, j'ai envie de dire, vu qu'on vous parlez des émeutes, on a vu voilà, une fracture plus que profonde en termes même de civisme. Alors c'est exactement ça. Alors, je voudrais juste corriger un mot que vous avez dit. La culture victimaire, victimiste des élèves ne se confronte pas au discours de repentance de l'éducation nationale. Au contraire, tout cela conflue. Ça alimente, oui, ce que vous disiez, oui. Ça rajoute de l'eau au même moulin. Alors par contre, moi, mon expérience, celle que j'ai vécue pendant ces 9 ans en zone d'éducation prioritaire, je vais peut-être surprendre les auditeurs, mais moi, c'est vraiment l'expérience de l'amour. C'est-à-dire que j'avais des gamins qui étaient dans leur très grande majorité des gamins d'origine musulmane. S'ils ne l'étaient pas, ils étaient en train de le devenir, tant la pression communautariste est forte. Et donc, on n'a pas le choix, quand on est en banlieue, que de devenir musulman pour être comme tout le monde. Avec effectivement, souvent une forme, un côté un peu vindicatif. Mais néanmoins, mon témoignage, c'est que ces gamins sont des sentimentaux. Et qu'ils ont d'abord, et c'est vraiment ce qui m'a très surpris et bouleversé quand je suis arrivé dans mon établissement, j'ai été submergé par les témoignages d'amour spontané d'élèves qui témoignaient au prof qu'ils avaient envie de l'aimer, et qu'ils avaient envie que le prof les aime. Voilà, donc j'ai été submergé, c'est pas par la violence, c'est par l'amour, et de manière très naturelle, puisque j'ai rien fait de particulier pour attirer ce genre de choses. Donc des témoignages d'affection qui vont de lettres, de petits mots laissés sur le bureau, écrits au tableau, ou d'expressions, d'interpellations, etc., dans la cour de récréation, dans la rue, etc. Bon, voilà, donc des témoignages permanents qui ont fait que j'ai pu poser avec mes élèves. Alors la plupart d'entre eux, il y en a toujours qui sont plus problématiques, mais dans la majorité, un sentiment de mutuelle affection et donc de mutuelle confiance, qui fait que les élèves étaient en attente de ce que je pouvais leur témoigner en vérité sur les programmes d'histoire et sur la France notamment. Alors, ça m'a permis d'aller très loin, je pense, sur un certain nombre de sujets, avec des élèves qui disaient « Mais monsieur, on ne nous a jamais dit ça. On ne nous a jamais dit ça. » J'ai eu à certains moments des ovations de la part d'élèves sur des sujets très, très sensibles. Je me souviens de la question de l'esclavage, quand j'ai expliqué que l'esclavage avait aussi historiquement porté sur des Européens qui étaient enlevés et vendus comme esclaves par les arabo-musulmans pendant des siècles, entre le 15e en gros et le 19e siècle, et ça a porté sur 1,5 million de personnes, d'après les historiens. Alors au début, un sentiment de fierté de la part des élèves, ouais, bon. Et puis finalement, j'ai réussi à leur faire admettre que soit l'esclavage était, ce que je pense, un crime, et à ce moment-là, il l'était pour nous, mais pour eux aussi. Et si l'esclavage est un titre de gloire pour eux, alors pourquoi ce ne serait pas pour nous? Ce que je ne pense évidemment pas. Et donc les élèves ont été très, très interpellés, m'ont applaudi, m'ont dit merci de nous avoir parlé comme ça. Je me souviens de cette phrase récurrente, on ne nous a jamais dit ça. Voilà, ce qui fait que moi, mes élèves chantaient spontanément la Marseillaise. J'avais instauré une règle qui était qu'en début de chaque cours, je faisais une petite interro orale d'un élève, et sur 10 points, et il pouvait se rajouter, s'il n'était pas content de sa note, 2 points en me chantant la Marseillaise. Je rajoutais 1 point pour les paroles, 1 point pour la musique. Les gamins se battaient pour chanter la Marseillaise, et j'ai retrouvé des années après des élèves qui disaient « Ah, monsieur Chemin, vous vous souvenez, c'était le bon temps quand on chantait ensemble la Marseillaise ». Bon,
Voilà. Alors, des trucs vraiment pas compliqués, mais qui ancraient dans l'esprit des élèves un certain respect du prof et un certain amour de la France. Parce que les élèves ont envie d'aimer le prof, ils ont envie d'être aimés par le prof, et ils ont envie, à travers cette relation, d'aimer. Il faut que le prof donne à aimer ce qu'il aime. C'est la phrase de la philosophe Simone Veil, il faut donner quelque chose à la jeunesse à aimer, et ce quelque chose, c'est la France. On a une jeunesse qui a soif qu'on lui donne la France à aimer. Et je voudrais juste terminer mon long propos par la surprise que j'ai eue en voyant il y a 2-3 jours un prof du collège où s'est déroulé le drame à Arras, qui disait on a retrouvé des copies du tueur, des copies d'il y a une dizaine d'années, et c'est très troublant. Ce gamin, à l'époque, il était capable d'amour et de sentiments positifs. Qu'est-ce qu'on a fait entre-temps ? Ben oui, il est temps de vous questionner, chers collègues, qu'est-ce que vous avez fait pour que ce gamin en arrive là ? Ou qu'est-ce que vous n'avez pas fait, plus exactement ? Donc vous dites que vous avez eu des élèves en fait sentimentaux pour vous citer, donc avec un grand désir donc des cœurs d'artichaut. D'amour. C'est parce que dans l'enseignement il y a une acidification donc de cette histoire qui est donc toute histoire est peut-être exaltante, peut-être une épopée, voilà, motivante, j'ai envie de dire, et l'histoire de France l'est parfaitement. Donc, en fait, en acidifiant l'enseignement de l'histoire, on a rendu dépressif, voire haineux, peut-être un peu fort, mais des élèves en juste en leur racontant une histoire peu glorieuse ou du moins culpabilisatrice ou décorrélée de leur identité. Oui, alors je pense également qu'il y a quelque chose que ne voit pas l'éducation nationale. Elle ne s'adresse qu'au cerveau des gens. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Oui, vous êtes adressé. Oui. Hein. Or, mon expérience à moi, je ne l'ai pas théorisé, mais je m'en suis aperçu, c'est que la compréhension passe du cœur au cerveau. Et donc, il faut d'abord s'adresser au cœur, et une fois qu'on a gagné le cœur, on gagne le cerveau. Le problème, c'est que l'éducation nationale ne s'adresse qu'au cerveau, et en plus, en agressant le cerveau. C'est-à-dire que je voudrais ajouter à ces discours de repentance historique des discours sociétaux dans différentes disciplines sur écoutez, l'évolution des mœurs contemporaines, qui vient heurter de plein fouet la vision naturelle de ces jeunes, sur notamment les relations entre les sexes, etc. Donc, on les agresse par des discours sociétaux que de toute façon ils ne veulent pas admettre, et en même temps on passe son temps à se flageller. Donc tout ça fait les composants de quelque chose qui est explosif, hein. Alors que encore une fois, en s'adressant à leur cœur et en arrêtant de les agresser, hein. Moi aussi quelque chose je voudrais quand même souligner, hein. Je fais une parenthèse, mais quand on dit... Rapidement, Jean-François Chemin, parce qu'on va devoir marquer une pause. Ah d'accord, écoutez, juste pour dire que quand on me dit qu'il y a, je sais plus quoi, 179 élèves qui ont chahuté la minute de silence, on pourrait dire qu'il y en a quelques centaines de milliers qui ne l'ont pas chahuté. Voilà, ça je pense que ça mérite d'être dit. Eh ben, très bien, on va revenir sur ces incidents qui ont marqué les cérémonies d'hommage à Dominique Bernard, donc cet enseignant de Arras qui a été assassiné par ce jeune djihadiste. Mais voilà, on marque une pause, c'est le moment de faire un tour par le bulletin d'actualité de Marie Falicon. Vue de haut. Et nous sommes avec Jean-François Chemin, ancien enseignant d'histoire en zone d'éducation prioritaire, auteur de Kiffe la France et de Non, la France n'est pas seulement la République, aux éditions Artege. Et nous évoquions donc cette question des valeurs de la République à l'école. Est-ce qu'elles sont capables de faire face à la radicalisation ? Et justement, avant de vous interrompre, Jean-François Chemin, vous évoquiez ces incidents qui ont émaillé les hommages à Dominique Bernard, ce professeur donc assassiné par un terroriste à Arras. On a dénombré donc 179 exclusions, mais plus de 500 incidents tout de même. Jean-François Chemin, ce que vous disiez, c'est que on a ce chiffre de 500 incidents, et c'est sans doute plus puisque le bilan monte. Ce n'est pas rien, ce sont des élèves qui ne veulent pas marquer une minute de silence pour une personne décédée, qui plus est victime de terrorisme.
Alors, bon, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, c'est qu'il y a quelques centaines de gamins qui ont refusé de marquer la minute de silence. Bon, sans vouloir du tout trop relativiser, mais... Il y a forcément de la provocation dans le lot, oui. Voilà, alors, à mon avis, il faut comment dire, distinguer ce qui est un refus lourd et massif des dites valeurs de la République, et puis éventuellement une petite remarque incidente. Moi, je suis vraiment frappé. En tant que moi-même ancien, enfin, très jeune, j'ai eu des convictions politiques que j'ai affirmées dans mes établissements scolaires dès la classe de seconde. Eh bien, je peux témoigner que les expressions de ma sensibilité politique que je faisais quand j'étais au lycée, donc dans les années 70, quand je vois par rapport à mes propres enfants, pour ceux d'entre eux qui ont le même type d'engagement, aujourd'hui, ça passe plus du tout. Donc, il y a des choses qui étaient tolérées il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, on ne tolère plus rien dans un établissement, dans le système scolaire. Bon, donc cette intolérance vient de la direction des établissements ou des élèves eux-mêmes? Non, de la direction des établissements et des profs. Aujourd'hui, le moindre petit graffiti qu'on laisse sur un coin de table, comme je le faisais régulièrement quand j'étais au lycée, et qu'on me faisait effacer, quitte à revenir le week-end pour l'effacer, aujourd'hui, ça vaut conseil de discipline, et voire même de faire la une du journal de 20 heures. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ce que je vous disais tout à l'heure avant l'interruption, c'est que effectivement, il y a peut-être eu 500 cas de chahut, mais combien de centaines de milliers d'élèves, y compris d'origine immigrée, d'origine musulmane, ont été respectueux, et ça, on pourrait peut-être aussi le souligner. Et puis, j'aimerais, puisque vous parliez de mon livre sur la République, dire aussi quelque chose. Je démarre ce livre là-dessus. Le jour de la décapitation de Samuel Paty, le jour même, j'étais en visite à Lyon, où j'emmenais une classe. Les gamins étaient quasiment tous d'origine nord-africaine, avec quelques parents, visiter le mémorial des victimes de la terreur à Lyon, où sont exposés 2200 crânes de personnes qui ont été massacrées pendant le siège de Lyon en 1700, enfin après le siège de Lyon en 1793. Eh bien, là aussi, il y a un déni total de la République par rapport à ces événements, puisque ce lieu n'est mentionné dans aucun dépliant touristique, il n'y a même pas un panneau devant, et la municipalité ne donne pas un centime pour son entretien, c'est uniquement payé par les descendants des victimes. Donc d'un côté, je suis tout à fait d'accord pour dire décapiter un prof, c'est quelque chose de monstrueux, mais d'un autre côté, donc on dit ça effectivement au nom des valeurs de la République, la même République qui est dans le déni, voire même dans l'auto-justification, quand il s'agit de couper la tête à des dizaines de milliers de personnes. Donc il y a quand même quelque chose, à mon avis, qui n'est pas tellement en place. Et les gamins et les parents à qui je faisais visiter ce mémorial étaient très très bouleversés. D'abord, bouleversés qu'on leur ait caché cette partie de l'histoire de France, et bouleversés également du parallèle qu'on pouvait faire entre la décapitation d'un homme aujourd'hui et la décapitation de dizaines de milliers de personnes il y a 200 ans, dans l'un des moments les plus fondateurs de notre République. Mais alors, à quoi aboutit cette comparaison? Parce que bon, ce sont la réalité de l'histoire de France. Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message en montrant que en effet, la République avait pu réprimer très durement, et notamment lors de la Révolution française, le peuple français? J'ai fait toucher du doigt à ces jeunes, effectivement, l'histoire de France. Je leur ai fait toucher de manière très, très sensible, voire même sentimentale, en montrant effectivement que l'histoire de France, elle a été faite aussi d'injustices qui ont pu être commises vis-à-vis d'autres catégories de population qu'eux-mêmes. Et puis voilà, ce côté affectif, là ils étaient là devant ces crânes, je pense que ça leur a fait aimer la France, puisque l'objectif en fait, c'est une association qui a été créée par un de mes amis, Jean Delaunoy, ça s'appelle La France qui est l'histoire, et on promène des classes du 93 à travers la France pour leur faire découvrir des lieux, des sites, alors qui ne sont pas tous aussi tragiques, mais qui leur permettent de toucher l'histoire de France
et de mieux la connaître et de mieux l'aimer avec un résultat qui est tout à fait probant. Voilà, donc je faisais ce parallèle, mais bon, mon objet n'était absolument pas ce jour-là de dénigrer la République. Mais il se trouve que comme ça tombait le jour de la décapitation de Samuel Paty, donc ma conclusion, c'est quand même que la République, si elle veut se faire aimer, devrait avoir un discours un petit peu moins idéologique et peut-être aussi balayer devant sa porte sur l'histoire de ses origines. Mais alors, on peut revenir donc sur cet enseignement donc de l'histoire, mais aussi vous parliez de cet enseignement et cette promotion, si on peut dire, de mœurs contemporaines qui viennent heurter les sensibilités, et notamment il y a une vraie fracture qui s'opère, c'est-à-dire que l'école enseigne le vivre ensemble, le multiculturalisme, pardon, à l'école, hein, et c'est une réalité. Je pense pas que vous me contredirez là-dessus sur cet enseignement du vivre ensemble, mais à la fois, et notamment en ce début d'année, on est venu, alors c'est pas une première fois, il y a déjà eu des lois contre les signes ostentatoires, mais on a une nouvelle loi contre des signes ostentatoires, donc dans ce cas présent, c'était l'abaya, et donc il y avait eu un débat autour de est-ce que c'est un signe religieux ou c'est simplement une mode. Est-ce que en plus donc de cet enseignement de l'histoire, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec l'école qui vient enseigner, qui vient maintenant être en contradiction avec ce qu'elle a enseigné avec le vivre ensemble, où maintenant elle revient en arrière en interdisant des signes ostentatoires religieux? Et est-ce que finalement elle marque pas un but contre son camp, dans le sens où elle a enseigné l'antiracisme, le vivre ensemble, et aujourd'hui elle interdit l'abaya, elle reproche donc à des personnes leurs différences, leurs origines, alors même qu'elle a promu ces différences, qu'elle a promu cette diversité? Je pense, de toute façon, dans tout ça, on est en pleine incohérence. On ne peut pas dire l'immigration n'est pas un problème, enfin en tout cas, on ne peut pas ne rien faire contre l'immigration. On ne peut pas expliquer que l'islam n'est pas un problème, que l'islam est une religion comme les autres, qu'on est une civilisation complètement, en tant que laïque, complètement neutre par rapport à toute religion, et puis ensuite s'offusquer du fait que des petites musulmanes veuillent porter un signe extérieur. Alors si effectivement porter le signe extérieur de sa confession islamique est un problème, pourquoi nous explique-t-on que l'islam n'en est pas un dans notre société, et pourquoi ne fait-on rien pour arrêter l'immigration? Voilà, on est déjà en pleine incohérence. Mais l'incohérence, elle est aussi dans la conception qu'on a de la laïcité. On prétend que la laïcité est une totale neutralité religieuse. Or, si la laïcité est une totale neutralité religieuse, alors qu'est-ce que ça peut faire que les gens s'habillent comme ci ou comme ça, ou mangent comme ci ou comme ça? En définitive, je pense qu'on serait beaucoup plus efficace, et ça je l'avais expérimenté avec mes élèves, si on leur expliquait que la laïcité est un concept chrétien. C'est un concept qui s'est développé dans une civilisation chrétienne. Alors effectivement, la laïcité consiste à nous dire, vous n'êtes pas obligé de croire en Dieu, vous pouvez croire dans le Dieu que vous voulez, c'est votre problème. Vous n'êtes pas obligé de pratiquer, vous pouvez pratiquer la religion que vous voulez, ou n'en pratiquer aucune, c'est votre problème. Vous n'êtes pas obligé de vous définir par rapport à une identité religieuse particulière, vous pouvez vous définir comme catholique, protestant, musulman, c'est votre problème. En revanche, l'anthropologie de ce pays, la morale de ce pays, et donc y compris la morale républicaine, c'est de la morale chrétienne. Et la morale chrétienne, eh bien, le Christ nous a délivrés de tous les signes extérieurs de l'appartenance religieuse, que ce soit la tenue, que ce soit l'alimentation. Le Christ nous demande de cacher de prier dans le secret, oui, par exemple. Voilà, de vivre les choses en secret. Et donc, c'est dans notre ADN. Et je pense que, et ça je l'ai expérimenté vis-à-vis de mes élèves, si on leur disait la laïcité, en fait, c'est chrétien, c'est culturellement chrétien, eh bien, ils l'accepteraient beaucoup mieux, plutôt que de leur dire la laïcité, c'est neutre, mais comme par hasard, comme ils disent toujours, comme par hasard, on vous interdit de vous habiller comme ci, ou de ne pas manger comme ça. Alors, effectivement, c'est incompatible avec l'idée que la religion serait neutre, que de leur interdire ci ou ça, que la laïcité, pardon, serait neutre, que de leur interdire ci ou ça. En revanche, si on leur dit la laïcité républicaine, c'est d'être conforme à la morale chrétienne, parce que la morale républicaine laïque, elle est issue de la morale chrétienne, eh ben, à ce moment-là, je pense qu'ils le comprendraient. Et on touche là, effectivement, le refus bien français de faire toute référence
aux racines chrétiennes de notre civilisation. C'est un refus qui est totalement idéologique, mais qui est totalement contre-productif, parce que ces jeunes ne sont pas bêtes, et ils sentent bien qu'il y a une totale incohérence, et ils viennent mettre le doigt dessus. Et je pense que quelque part, ils ont raison. Donc, selon vous, finalement, l'enjeu ne serait pas tellement la laïcité, mais l'athéisme. L'athéisme qui est la motivation, on va dire, profonde de la laïcité, donc s'extraire de l'influence religieuse. Est-ce que... Non, pour moi, l'enjeu, c'est l'affirmation des racines chrétiennes de notre civilisation. Mais pour revenir sur l'athéisme, est-ce que vous, en tant que prof, vous disiez que vous assumiez une adhésion soit aux valeurs chrétiennes, soit même à la foi, parce que je crois que c'est votre cas, la foi chrétienne. Et est-ce que finalement un professeur croyant est mieux compris ou du moins a un meilleur écho auprès d'élèves musulmans? Totalement. Première question que posent les élèves musulmans, c'est le drame, ça, pour l'enseignement républicain. Est-ce que vous êtes croyant? Et lorsqu'on leur répond oui, moi j'ai jamais fait de prosélytisme. Mais par contre, j'ai accepté de répondre aux questions entre les cours. Les élèves sont fascinés, sont très, très heureux d'abord de rencontrer quelqu'un de croyant avec qui parler de religion, et ils sont fascinés par tout ce qu'on peut leur apprendre sur le christianisme. Alors, je ne le faisais pas en cours parce que je n'avais pas spécialement le droit d'en parler, mais à l'intercours, j'étais harcelé de gamins musulmans qui venaient de me poser des questions très, très ouvertes sur le christianisme. C'est quelque chose qui les intéresse profondément. Et quelles sont ces interrogations, justement, au sujet du christianisme de la part d'élèves musulmans? Ils veulent comprendre plein de choses, notamment, évidemment, des questions sur le Christ, qui est Jésus-Christ pour nous. Est-ce qu'il a vraiment été crucifié? Qu'est-ce que la Trinité? Il y a des questions qui peuvent être basiques, mais il y en a d'autres qui peuvent aller très très loin. Je me souviens d'un cours que j'avais fait en 5e, c'était au programme sur l'Église catholique au Moyen-Âge, et j'en avais été amené à parler des sacrements dans l'Église catholique. Eh bien, j'avais prévu d'en parler 10 minutes, on en a parlé pendant 2 heures. Les petits gamins musulmans étaient passionnés par essayer de comprendre ce que c'est qu'un sacrement. Et il a fallu que je leur explique avec des questions qui allaient très très loin, et auxquelles parfois j'étais même en difficulté pour répondre. Et alors qu'au même moment, il se trouve que je faisais le catéchisme sur la paroisse à des élèves du même âge, et même mes petits élèves musulmans des Minguettes étaient beaucoup plus intéressés par la question que mes élèves du catéchisme dans ma paroisse Bongenre de centre-ville de Lyon. Donc, il y a un désintérêt, et ce sera le mot de la fin, malheureusement peut-être, mais le fait religieux a disparu d'élèves entre guillemets autochtones comparé à ces élèves musulmans qui étaient très très intéressés par ces questions. Exactement. Les petits musulmans sont assoiffés d'en savoir plus sur Dieu, sur la religion. Ce sont des éponges. Alors, je pourrais faire effectivement le lien avec un autre aspect de mes activités, cette fois-ci totalement extra-professionnelles. Allez-y rapidement, Jean-François Chemin. Pardon ? Oui, allez-y, mais rapidement, parce qu'on va devoir rapidement. Non, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de musulmans qui se convertissent au christianisme aujourd'hui, parce que ce sont des gens qui ont véritablement un intérêt pour Dieu, là où beaucoup de nos concitoyens n'en ont plus. Donc je pense aussi que c'est un signe d'espérance. Ces jeunes, je pense, moi ce que je dirais bien pour conclure... Merci Jean-François Chemin, je suis désolé de devoir vous couper, okay. On est rattrapé par l'horloge, et je rappelle que vous êtes ancien enseignant en ZEP et auteur de Kiffe la France ou encore de Non, la France n'est pas seulement la République aux éditions Artege. Merci beaucoup Jean-François Chemin.